Le dimanche 22 octobre 1989, Jacob, qui rentre chez lui avec un ami et son frère en vélo, disparaît. L'affaire va donner lieu à d'incroyables recherches qui permettront de découvrir l'effroyable vérité derrière cette histoire. Après avoir regardé la vidéo, vous allez comprendre que rentrer le soir avec 2-3 amis, ça ne sert pas forcément à grand chose. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à tous, c'est Max Guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler du cas de Jacob. C'est une histoire extrêmement importante puisque elle a donné lieu à une loi et également à une association. Vous allez voir, l'affaire est absolument incroyable et encore aujourd'hui, les parents américains, pour faire peur à leurs enfants qui voudraient sortir tard le soir dans des endroits désertiques, prennent l'exemple de Jacob. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Avant d'aller plus loin, je vous le dis jamais, mais n'hésitez pas à partager la chaîne à vos amis, histoire qu'un jour on atteigne le 1 million d'abonnés. On peut rêver, mais ça ferait plaisir. Installez-vous et on est parti. 22 octobre 1989. Notre histoire prend place dans le Minnesota et plus précisément dans la petite ville de Saint-Joseph qui compte à peine 3000 habitants. Donc c'est vraiment une petite bourgade dans laquelle vit Jacob avec ses parents Patty et Jerry. Il a également 2 frères et une sœur, Carmen, Trevor et Amy. La famille est installée là depuis quelques années maintenant, ils vivent au bout d'une route dans une espèce de mini-forêt et ils sont vraiment au calme. La route qui mène chez eux est désertique et elle est faite de gravier et personne ne pourrait penser qu'il y a des habitations plantées au bout de cette route. Ils vivent dans ce petit espace tranquille avec quelques voisins. Patty, la mère, est avocate et le père travaille dans une entreprise locale. C'est donc une famille sans histoire avec de très bons revenus. Les loyers à Saint-Joseph sont pas très chers, donc ça permet à la famille de bien vivre. Jacob est à l'époque en 6e et il est passionné par la pêche mais aussi par le football américain. Ce dimanche matin, son père l'a d'ailleurs emmené pêcher et le midi, ils sont rentrés à l'heure pour regarder un match de football. Donc pour le moment, le dimanche se passe plutôt bien. En plus de ça, le lendemain, il n'y a pas école à Saint-Joseph. En effet, l'école est fermée en raison de travaux pour une journée. Mais c'est à partir de 17h30 que notre affaire va réellement débuter. À partir de ce moment-là, à partir de cette heure, tous les choix qui vont être faits vont mener à la disparition de Jacob. Ce soir-là, Patty et Jerry sont invités à un dîner chez des amis qui habitent à environ 20 minutes de leur domicile. Mais Jacob et Trevor, les 2 garçons, ne veulent pas aller ce dîner qui s'annonce plutôt chiant. Ils n'ont pas envie de passer leur soirée chez des amis de la famille à attendre sur une table de partir. Patty et Jerry acceptent donc qu'ils restent tous les 2 à la maison. Leurs frères et leurs sœurs, Amy et Carmen, sont quant à eux partis chez des amis pour faire une soirée pyjama. Jacob profite donc de cette soirée pour inviter son meilleur ami qui s'appelle Aaron et qui va donc venir à vélo. Et donc, les ados se retrouvent à 3, seuls à la maison pour passer une bonne soirée entre amis. Bon, c'est une soirée bon enfant, il y a des pizzas, des gâteaux, du coca, bref, tout pour plaire. Le problème, c'est qu'à l'époque, pas d'internet, donc on pouvait pas regarder des films en streaming et les 3 ados avaient déjà vu tous les films disponibles à la maison en cassette. Et donc, ils ont eu pour idée d'aller au Tom Thumb, qui est en gros le grand magasin de la ville qui est situé sur la grande route qui traverse la ville. Il est à environ 15 minutes de vélo de chez eux. Ils ont juste à remonter une grande route pour arriver au magasin. C'est vraiment une ligne droite, quoi. On peut donc penser à ce moment-là que les 3 ados vont partir en vélo sans rien dire à personne, vont aller louer leur film, puis rentrer. Mais non, Jacob et Aaron sont 2 garçons qui sont très droits et très bien élevés et qui ne faisaient rien sans l'approbation de leurs parents, surtout lorsqu'ils étaient seuls à la maison. Jacob va donc appeler sa mère et lui demander s'ils peuvent se rendre au Tom Thumb pour pouvoir louer un film. Mais Patty va être catégorique. C'est non, il est trop tard, la nuit est en train de tomber, ils en ont pour 15 minutes aller-retour de vélo,
c'est trop dangereux, il reste à la maison. Devant l'insistance des enfants, Patty va passer le téléphone à Jerry, son mari, qui est un peu plus cool. Jerry, de son côté, va dire au garçon « D'accord, vous pouvez y aller, vous fermez bien la maison à clé et vous prenez chacun une lampe de poche parce que lorsque vous rentrerez, il fera nuit. Vous en avez pas pour longtemps, une quinzaine de minutes, vous partez, vous revenez et voilà, pas d'histoire. » Jerry s'en voudra toute sa vie d'avoir pris cette décision et d'avoir accepté que les garçons partent au magasin en vélo pour louer un film. Jamais il ne s'en remettra. Jacob, Aaron et Trevor sortent alors de la maison. Ils ferment la porte à clé, prennent chacun une lampe de poche et montent sur leur vélo pour aller au magasin, louer un film et commencer leur petite soirée. Ils ne le savent pas, mais malheureusement ce soir, l'un d'eux ne rentrera pas à la maison. Le trajet débute alors. Ils font du vélo sur la route qui coupe à travers les champs. Vraiment, il n'y a rien d'autre à voir. Il y a un champ à gauche, un champ à droite. Donc, tout en pédalant, ils discutent et débattent sur quel film ils vont prendre. Faut savoir que la route qui mène à l'habitation de Jacob est en fait à la fin une route de gravier. Donc, ils galèrent un peu à pédaler sur ces cailloux, mais ils finissent par arriver sur du goudron. Après 15 minutes, ils arrivent enfin au magasin, le fameux Tom Thumb, et ils prennent un film, puis repartent en vélo, prêts à passer enfin leur soirée. Le problème, c'est qu'après une dizaine de minutes de vélo pour retourner à la maison, les trois garçons sont sur la route de gravier qui mène à chez Jacob et Aaron. Ils se rendent compte que, au loin, au niveau d'une petite intersection, un homme semble les attendre. Mais ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de passer à côté de cet homme puisque c'est la seule route qui mène chez eux. En plus de ça, il est 21h, il fait nuit, il faut rentrer. Les garçons pédalent, s'approchent peu à peu de l'homme, ils n'ont pas vraiment peur, voilà, c'est sûrement quelqu'un de louche qui campe ici, ils vont juste passer à côté et rentrer. Le problème, c'est qu'arrivés à l'intersection, ils se rendent compte que l'homme a le visage masqué. Il porte une casquette et se met au milieu de la route. Dans sa main droite, il tient une arme. Il hurle alors aux garçons de descendre de leur vélo et de jeter leur vélo dans le fossé qu'il y a juste à côté. Aaron, Trevor et Jacob ne comprennent pas et ils s'exécutent immédiatement. Les trois garçons attrapent leur vélo et le jettent dans le fossé sans comprendre ce que cet homme leur veut. L'homme dit aux trois ados de se mettre à terre. Il s'approche d'eux et demande alors à Aaron quel âge il a. Aaron répond qu'il a 12 ans. L'homme lui dit alors de se lever et de courir le plus vite possible sans se retourner, sinon il fait feu. Aaron se lève et court. Il s'approche ensuite de Trevor. Il lui demande à son tour quel âge il a. 12 ans, répond-il. Il lui dit la même chose, lève-toi, cours le plus loin possible et ne te retourne surtout pas. Trevor se lève alors à son tour et rattrape rapidement Aaron. Les deux garçons sont complètement perdus et ils courent dans le champ à côté de leur habitation. Après avoir fait une centaine de mètres, ils sont essoufflés, s'arrêtent, se regardent, ils se retournent pour observer ce qu'il se passe et il ne se passe absolument rien. Il fait nuit, la route est vide, l'homme et Jacob ne sont plus là. Aaron et Trevor ne le comprennent pas tout de suite, mais Jacob ne rentrera pas ce soir. Les deux garçons se précipitent alors vers leur habitation pour tenter de croiser un voisin et d'appeler de l'aide. Ils sont terrorisés et sont en pleurs. Par chance, ils vont croiser la fille d'un de leurs voisins qui s'appelle Rachel. Ils vont lui expliquer avec leurs propres mots qu'il faisait du vélo et qu'il y a eu un homme et Jacob a disparu. Heureusement, Rachel a une vingtaine d'années, elle comprend tout de suite qu'il se passe quelque chose ou en tout cas qu'il s'est passé quelque chose de grave. Rachel part alors en courant avec Aaron et Trevor chez elle. Elle ouvre sa porte, appelle immédiatement son père et lui dit « Papa, il faut que tu appelles Patty et Jerry. Est-ce que tu sais où ils sont ?» Heureusement, le père sait où sont partis les parents de Jacob et de Trevor. Rachel explique alors à son père
tout ce que viennent de lui dire les garçons, qu'il y a eu un homme et que Jacob a disparu. Le voisin comprend tout de suite qu'il faut réagir immédiatement et compose alors le numéro de téléphone du couple d'amis chez lequel est Patty et Jerry. Et il va leur dire cette phrase terrifiante, mot pour mot. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais Jacob a disparu. Quelqu'un a pris Jacob et il n'est pas revenu. Vous devez rentrer le plus vite possible. Je trouve cette phrase absolument terrifiante. Comment se mettre à la place des parents qui entendent ça au téléphone alors qu'ils sont à 20 minutes de chez eux? Bref, le voisin, qui est un homme heureusement intelligent, ne perd pas ses moyens et immédiatement après avoir accroché avec les parents, il appelle le 911, le service de secours américain, et il leur explique à peu près ce qu'il se passe, ou plutôt ce qu'il comprend. Il leur dit donc également que les garçons revenaient du Tom Thumb après avoir loué un film, qu'un homme les a arrêtés et qu'il a pris l'un des garçons. Trevor expliquera lui-même à l'opérateur au téléphone que l'homme était grand, assez trapu, et qu'il avait un masque noir et une arme. Une équipe de policiers locaux est alors immédiatement envoyée sur place et arrive en quelques minutes. Au moment où ils arrivent, Patty et Jerry viennent d'arriver. Ils ont roulé extrêmement vite pour arriver le plus vite possible à leur domicile. Ils ne comprennent absolument pas ce qu'il se passe. Les policiers vont donc prendre à part Aaron et Trevor et leur poser des questions. Mais les garçons sont dans le flou. Il faisait nuit, ils n'ont pas vu grand chose et ils savent juste que voilà, l'homme leur a dit de se mettre par terre et ensuite de partir en courant. Faut savoir que dans ce genre de cas, forcément, les premières minutes et les premières heures sont les plus importantes. Eh bien, les policiers, dans un premier temps, ne vont pas croire les garçons. Pour eux, leur hypothèse est qu'il y a eu un accident, que les garçons jouaient avec une arme et qu'ils ont caché Jacob quelque part. Mais voyant que Jacob et Aaron ne craquent pas malgré 1 heure de questions, les policiers vont commencer à se dire « Bon, c'est vrai qu'il a pu se passer quelque chose ». Vers 22 h, des recherches vont enfin être lancées. On est à ce moment-là environ 1 heure après la disparition, ou plutôt l'enlèvement de Jacob. Et c'est une opération massive qui est lancée. Malgré la nuit qui est tombée, des pompiers sont sur place. Tous les policiers de la ville sont présents et des habitants sortent à leur tour pour aider. Un hélicoptère sera même déployé pour observer les mouvements dans les champs en pleine nuit. On va découvrir que sur la route, proche de l'endroit où Jacob a disparu, il y a des traces de pneus, comme si une voiture s'était garée ici et avait démarré à toute vitesse. Heureusement, les policiers ont eu le réflexe de figer les traces et d'attendre le lendemain pour les photographier. Mais pour l'instant, restons pendant la nuit de la disparition. Faut savoir qu'au niveau de l'intersection, là où ont été retrouvées les traces de pneus, les traces de voiture, vit au bout de cette allée un homme qui s'appelle Dan Rossi et qui est professeur de musique à l'école de Saint-Joseph. On est en plein mois d'octobre et malgré qu'il y ait une forêt qui entoure son habitation et qui généralement empêche la visibilité sur la route, au mois d'octobre, la plupart des feuilles sont tombées et donc Dan a une vue absolument parfaite sur cette intersection, là où a été enlevé Jacob. Mais pourtant, ce soir-là, les policiers ne vont pas se rendre chez lui. Ce sera lui-même qui va venir voir les enquêteurs. En effet, après avoir découvert les traces de pneus dans son allée, des bénévoles se sont donc rendus en pleine nuit avec des lampes torches dans son bois, dans le bois qui entoure sa propriété. Et donc, Dan, en pleine nuit, en regardant à sa fenêtre, il a vu que dans le bois, il y avait une dizaine de personnes avec des lampes qui semblaient chercher quelque chose. Au début, il a cru qu'on venait lui voler des choses dans sa ferme et donc il a appelé le 911. Et c'est là qu'il a appris qu'un ado avait été enlevé à côté de chez lui au niveau de l'intersection. Et donc, Dan va réaliser que il a peut-être vu quelque chose. Il va sortir de lui-même et va aller parler à un policier qui est en train de fouiller le bois avec les bénévoles. Et il va dire à ce policier, vous savez moi, en fin d'après-midi, j'ai vu une voiture remonter mon allée, phare éteint, et quand elle a vu qu'il y avait une habitation au bout de cette allée, elle a fait demi-tour. Ensuite, je ne vais pas plus regarder à ma fenêtre, mais au cas où, si ça peut vous aider. Donc, Dan le confirme, il y avait bel et bien une voiture.
Mais malgré la nuit tombée, la voiture avait les phares éteints, il n'a pas réellement vu c'était quel modèle. Il va autoriser les bénévoles à marcher sur sa propriété, voir s'il y a quelque chose. Mais ce soir-là, ils ne trouveront rien. Après plus de 5 heures de recherche, il fait nuit noire, il est maintenant 3 heures du matin et les policiers de Saint-Joseph décident pour le moment de stopper les recherches. Elles reprendront demain au petit matin avec encore plus de bénévoles. Le lendemain. Ce jour-là, 100 agents du FBI, mais également la cavalerie américaine, vont être sur place. On va retrouver, près du domicile de Dan Rossi, la veste rouge de Jacob. On ne l'avait pas vue hier en pleine nuit. Mais à l'époque, l'ADN n'existe pas encore réellement, donc on garde la veste, mais on ne peut rien en faire. Pat et Jerry vont être réellement exemplaires. Ils ne vont pas se laisser abattre et ce sont des gens intelligents. Ils savent que les premiers jours sont réellement les plus importants et qu'il faut qu'un maximum de monde soit au courant de la disparition. Ils vont donc ouvrir la porte de leur maison à absolument tout le monde. À quiconque veut voir des photos de Jacob, il peut. Ils ont mis un livre photo sur leur table à manger pour que les gens puissent rentrer et regarder des photos de Jacob et même en prendre pour pouvoir avoir le visage de Jacob en tête. Ils laissent leur téléphone fixe à qui veut passer des appels. Bref, ils coopèrent totalement. Ils vont eux-mêmes appeler des médias, faire imprimer des affiches de Jacob et seulement 4 jours après la disparition, un mini-reportage sur l'affaire Jacob va être diffusé à la télévision américaine. En seulement 4 jours, le peuple américain a le visage de Jacob en tête. Si quelqu'un croise le garçon, il le reconnaîtra forcément. En attendant, les recherches continuent. Malheureusement, ce sont plusieurs jours qui vont passer puisqu'on ne retrouvera pour le moment pas Jacob. Ce ne sont plus des centaines de bénévoles qui sont à Saint-Joseph, mais des milliers. Tout le monde arrive des États entourant Saint-Joseph pour pouvoir aider lors des recherches. On fouille les lacs, les rivières, on repasse dans les forêts qui ont déjà été ratissées pour voir si on n'a pas oublié quelque chose. Malheureusement, malgré cette mobilisation générale, l'enquête n'avance pas et reste au point mort. Les jours vont dans un premier temps passer, ensuite ça va être les mois. Et puis 15 ans vont s'écouler avant que les enquêteurs pointe du doigt le premier suspect de l'affaire. Ce suspect, vous le connaissez depuis le début de l'histoire. 15 ans plus tard. Nous sommes en 2004. Jacob aurait à ce jour 26 ans et les parents ne perdent pas espoir. Ils savent qu'il existe des cas de disparition dans lesquels on a retrouvé des gens 18 ans, 20 ans plus tard. Donc ils pensent toujours que leur Jacob est en vie. Les enquêteurs de Saint-Joseph, quant à eux, n'ont toujours pas classé l'affaire et ils continuent de travailler dessus tous les mois. Peu de temps après la disparition, Patty et Jerry ont écrit une lettre ouverte au ravisseur qui a été diffusée dans les journaux américains, disant qu'ils avaient de la compassion pour lui, que s'il a fait ça, c'est peut-être parce que l'homme n'a pas eu une enfance facile et qu'il ne voit pas du tout l'homme comme quelqu'un de mauvais, comme quelqu'un de laid et moche. Il demande au ravisseur si Jacob va bien, s'il aime toujours la pêche et s'il pense à eux de temps en temps. Malheureusement, cette lettre, personne n'y répondra jamais. À cette époque, depuis 2002, un nouveau shérif a été nommé en ville. Il s'appelle John et ça fait maintenant plusieurs années qu'il relit le dossier de Jacob. Malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de pistes, il lit et relit pour voir si un suspect peut faire son apparition entre les lignes. Et c'est donc en 2005 qu'il va désigner Dan Rossi, l'homme qui vit au bout de l'intersection, comme suspect. Sa propriété n'a jamais réellement été fouillée à 100% et il n'a jamais été interrogé en profondeur. Et ça pour John, ça paraît très étrange,
puisque à la base, la première hypothèse, c'était qu'un homme était venu en voiture, avait attendu les garçons et était reparti en voiture. Le problème, c'est que cette voiture, on ne l'a jamais retrouvée. Ça peut juste être quelqu'un qui s'est peut-être perdu, qui a été dans l'allée de Dan, qui a fait demi-tour et qui est reparti. Ça tombe, ces traces de pneus n'ont rien à voir avec l'affaire. Et si on supprime la voiture de cette affaire, il reste juste une hypothèse, celle que l'homme a pu enlever Jacob à pied et qu'il a pu se réfugier assez rapidement après que les enfants aient couru dans le champ pour qu'il disparaisse. Et donc, le suspect idéal dans cette hypothèse est Dan. Il habite au bout de la petite allée, il aurait pris Jacob, il l'aurait emmené chez lui, et puis voilà, disparition. Le FBI, le shérif et des enquêteurs vont donc débarquer chez Dan. C'est une véritable équipe qui débarque pour fouiller toute sa propriété. Les recherches vont durer 2 jours complets pendant lesquels tout va être fouillé chez lui. Une pelleteuse sera également mise en place pour creuser un trou là où Dan a l'habitude de déverser les cendres de son bois qu'il brûle pendant l'hiver. Et malgré les 15 ans qui ont passé, vu la médiatisation qu'a eu l'affaire à l'époque, elle est encore dans tous les esprits. Et donc, les médias qui ont depuis pas mal évolué, je rappelle qu'on est en 2005, vont se rendre eux-mêmes chez Dan. Et lorsqu'ils vont voir que l'homme est suspecté, ils vont bourriner d'articles sur Dan. Sans attendre aucune preuve, ils vont clairement l'accuser en disant « La police a un suspect, regardez son visage, c'est Dan Rossi, il est suspect, il est sûrement coupable. » Finalement, après 2 jours de recherche intensive chez Dan, après que le FBI, des enquêteurs et le shérif soient arrivés sur place avec une pelleteuse, les recherches prennent fin et rien ne sera trouvé. On ne retrouvera absolument rien chez Dan. 10 ans vont alors de nouveau passer. 10 années pendant lesquelles la vie de Dan, pour le moment, va être ruinée. Il a perdu son travail, il est pointé du doigt et son visage a tellement été affiché partout que les gens le regardent très mal. 25 ans après la disparition. Nous voilà maintenant en 2015. Jacob aurait eu 35 ans et on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé sur cette route de gravier en 1989 alors qu'il rentrait avec son frère et son ami après avoir loué un film. Qui l'a pris? Où est-il? Est-il encore en vie? Personne ne le sait, l'affaire n'est toujours pas résolue. Cette année-là, la police va désigner un nouveau suspect. Il s'appelle Danny, il a la cinquantaine et il est connu des services de police pour avoir tendance à prendre des photos aux alentours des écoles et des parcs. Et accrochez-vous, l'homme a déjà été suspecté dans la disparition de Jacob au tout début de l'affaire, mais les enquêteurs ne l'avaient dit à personne. Pourtant, vous allez voir qu'il y a pas mal d'éléments qui le relient à Jacob. Danny a été soupçonné en janvier 1989, 8 mois avant la disparition de Jacob, d'avoir enlevé et agressé un garçon nommé Jared à Cold Spring, ville très proche de Saint-Joseph. À l'époque, Jared a été laissé en vie et déposé près de chez lui par un homme qui lui a dit de partir en courant sans se retourner après qu'il soit rentré seul à pied de la patinoire. Danny, à l'époque, avait été mis dans une pièce avec 6 autres personnes et Jared, qui avait vu le visage de l'homme, devait dire s'il reconnaissait quelqu'un. Il classera Danny 4e sur les 6 hommes, donc il a été libéré. Mais à l'époque, les policiers avaient gardé le pull que portait Jared lors de son enlèvement. Ça va être la clé de l'histoire. Retournons maintenant en 1989. En décembre, Danny a reçu la visite du FBI qui le suspectait d'avoir quelque chose à voir dans l'affaire de Jacob. Ils lui ont donc posé quelques questions et Danny a dit « Non, j'ai rien à voir, laissez-moi tranquille ». Quelques semaines plus tard, les enquêteurs sont de nouveau retournés chez Danny en lui disant « Est-ce que tu pourrais nous donner une paire de chaussures et également un peu de cheveux? Comme ça, si au cas où on trouve de l'ADN quelque part concernant l'affaire Jacob, on pourra le comparer avec le tien. » Bon, faut savoir qu'à l'époque, l'ADN c'était pas très au point et ça servait surtout à faire peur. Eh bien, Danny dira, pas de souci, il n'y a pas de souci, prenez une touffe de cheveux et des chaussures.
il va coopérer complètement. En janvier 1990, une fois de plus, les enquêteurs vont de nouveau se rendre chez Danny. Et vous êtes sûrement en train de vous demander, mais pourquoi ils vont tout le temps chez cet homme? Enfin, il y a sûrement d'autres délinquants dans la région. Eh bien oui, mais Jared, en janvier 1989, lorsqu'il a été enlevé et qu'il est retourné chez lui, il a réalisé un portrait robot. Et voici ce portrait robot. Le FBI et les enquêteurs qui travaillent sur l'affaire de Joseph ont quand même vachement l'impression que l'homme qui a enlevé Jared à l'époque et qui lui a dit de se lever, de partir en courant sans se retourner, correspond quand même pas mal à Danny. Et Trevor et Aaron, les garçons qui étaient avec Jacob, expliquent eux aussi que l'homme leur a dit de se lever et de partir en courant. Donc ça pourrait supposer que l'homme qui avait enlevé Jared est le même qui a enlevé Jacob. Je veux dire, c'est quand même le même moyen de faire, vous voyez ? Cette fois-ci, les enquêteurs vont demander à Danny s'ils peuvent prendre en photo ces pneus de voiture pour les comparer avec les traces qu'ils ont eues lors de l'enlèvement de Jacob. Eh bien, Danny va dire « Ok, pas de souci, faites. » Les experts diront que les pneus de Danny correspondent aux traces qu'on a retrouvées dans l'allée, mais pas à 100%. Ça peut s'expliquer par le fait que les traces ont été figées, mais pas dans la minute. Ils ont été figés seulement 2 heures plus tard, donc s'il y a eu un peu de vent, ça a pu bouger. Mais c'est pas une preuve suffisante pour arrêter Danny. On va alors retrouver l'ancienne voiture de Danny, celle qu'il possédait au moment de l'enlèvement de Jared. Et on va montrer cette voiture à Jared. Sur une échelle de 10, Jared notera cette voiture 9 en disant qu'il est persuadé que ce soir-là, le soir de son enlèvement, il est monté dans cette voiture. Le 24 janvier 1990, la maison de Danny à Pineville est fouillée et les enquêteurs trouveront 2 talkie-walkie de police permettant d'entendre les fréquences des forces de l'ordre. On trouve un treillis et des bottes. Les enquêteurs vont également trouver une malle avec des photos prises dans des parcs. Danny brûlera par la suite ces photos. Il va être arrêté puis libéré, apparemment faute de preuves. À cette époque, dans les environs de Pineville, plusieurs attaques vont être recensées. Des garçons et des filles disent de temps en temps être suivis par un homme. Lors d'une de ces agressions, une casquette de baseball va être oubliée par cet inconnu. Malheureusement, une fois de plus à l'époque, l'ADN n'est pas au point et il va falloir attendre 2015 pour que la technologie parle. En 2015, l'ADN retrouvé sur la casquette de baseball en 1990 est comparé avec l'ADN retrouvé sur le pull de Jared. Je le répète, mais les deux affaires Jared et Jacob se ressemblent tellement que si on retrouve l'homme qui a à l'époque enlevé Jared, on retrouvera celui qui a enlevé Jacob. Et bien, après résultat, l'ADN correspond à celui de Danny. C'est Danny qui a enlevé Jared. C'est lui qui a dit à Jared « Cours et ne te retourne pas ». La même phrase qu'ont entendu Aaron et Trevor juste avant que Jacob disparaisse. Les enquêteurs vont alors se rendre de nouveau chez Danny. 25 ans ont passé. L'homme a changé physiquement, mais mentalement, c'est toujours le même taré. Il est arrêté et sa maison va être fouillée. On va retrouver chez lui 17 classeurs de photos et également un caméscope permettant de filmer aux abords des parcs. Mais aucune photo ne correspondra à Jacob. Et aucune photo d'ailleurs ne correspondra à des garçons qui ont disparu. Et accrochez-vous, puisque à cette époque, l'enlèvement de Jared est sous prescription. C'est-à-dire que, vu qu'il y a prescription, Danny ne peut pas être jugé pour cet enlèvement. Ça fait trop longtemps, en fait, pour qu'il soit jugé. Donc Danny sera uniquement jugé pour les photos et vidéos qu'on a retrouvées chez lui. Il ne sera jamais jugé pour l'enlèvement de Jared. Mais attendez, c'est pas fini, un énorme rebondissement arrive. Les enquêteurs à ce moment-là sont tellement convaincus que Danny est coupable dans l'affaire de Jacob
qu'ils vont lui mettre la pression et ils vont même lui proposer un deal. Si Danny avoue avoir enlevé Jacob, on lui signe un papier disant qu'il va en procès uniquement pour les photos et pour les vidéos. Il n'ira pas en procès pour enlèvement et peut-être même meurtre. Il ira donc en prison pour maximum 20 ans. Le procès a lieu en 2016. Pendant son procès, 27 ans après la disparition de Jacob, Danny va avouer. Oui, c'est lui qui a enlevé Jared et c'est lui qui a enlevé Jacob sur cette route de gravier. Il dira également où se trouve Jacob. Le garçon sera retrouvé enterré dans une ferme pas loin du domicile de Danny à Paynesville. Il explique alors que Jacob n'a vécu que quelques heures après son enlèvement puisque Danny a complètement paniqué et l'a assassiné. Depuis 27 ans, le premier suspect dans l'affaire de Jacob était le coupable. Le FBI et les enquêteurs ne s'étaient pas trompés, mais ils avaient tellement de preuves qu'ils n'ont pas pu l'arrêter immédiatement. Il manquait la preuve scientifique, il manquait l'ADN. Rendez-vous compte que Danny a pu vivre pendant 27 ans. C'est énormissime, 27 ans, c'est inimaginable. Danny purge donc aujourd'hui une peine de seulement 20 ans de prison. Un jour, il sera libre. Certes vieux, il aura environ 70-75 ans, mais il sera libre. L'histoire de Jacob a donc fini par être résolue, beaucoup trop tard, pour une peine beaucoup trop faible. C'est ainsi que se termine son histoire. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez vélo en commentaire. C'était une histoire plus longue que d'habitude, mais que j'avais vraiment envie de vous faire. Donc n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Ces longues histoires prennent énormément de temps concernant les recherches, donc je compte vraiment sur votre soutien. C'est Max Guys, on se retrouve très bientôt pour de prochaines histoires à la fois vraies et flippantes. Et puis